Pour faire des équivalents des développements limités, il est nécessaire d'avoir bien compris avant comment manipuler les fonctions négligeables, c'est-à-dire les fonctions qu'on note avec les petites o. Alors, il y a des petits o partout dans ce tableau. Attention, ce n'est pas des sigma, ce sont des petits o, comme dans Mephistolus. Voilà, des o. Des petits o. Et donc, on fait la liaison, petit o, j'imagine. Ok. Et donc, les fonctions négligeables, ça se note comme ça. Il y a la même notion pour les suites. Donc, f de x est négligeable en a devant g de x. Ça se note comme ça se dit en français comme ça. La suite UN est négligeable devant VN, ça se dit en français comme ça se note comme ça. Donc c'est quasiment la même chose. C'est juste que les fonctions, on peut les regarder en tous les points de R, donc on précise, alors que les suites, typiquement, on regarde toujours en faisant la limite en plus l'infini, donc on n'a pas besoin de préciser, c'est toujours en l'infini qu'on regarde les suites pour cette notion-là. Ok, donc vous n'avez pas besoin de mettre l'infini, ça ne sert pas à grand-chose. Alors la définition, elle est donnée ici. Pour que la fonction f soit négligeable devant la fonction g, il faut que la fonction f soit égale à la fonction g fois une autre fonction qui tend vers 0 quand x tend vers ce nombre que vous avez mis là. Et donc pour les suites, c'est pareil. Pour que la suite un soit négligeable devant une suite vn, il faut que un soit égal à la suite vn, mais fois une autre suite qui tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Voilà. Alors du coup, ça c'est une notation un peu mystérieuse pour plein de gens. Vous pouvez, le secret pour bien s'en sortir quand vous ne comprenez pas, c'est que vous remplacez par cette égalité-là qui est là très compréhensible. Je veux dire, une égalité, les gens savent faire, et dire que f c'est égal à g fois un truc qui tend vers 0, les gens ils gèrent très bien ça. Donc chaque fois que vous devrez faire des démonstrations de cours ou des démonstrations où vous avez un doute sur une propriété, vous repassez dans cette notation-là, et ça se passera très bien. À noter que dans plein de bouquins, plein de collègues et ainsi de suite, remplacent cette définition-là qui est sympa, il y a une multiplication, c'est cool, par une définition avec des quotients. Alors moi j'aime vraiment moins ça. Les étudiants, ils en raffolent parce qu'il n'y a pas de epsilon, machin chose, tout ça, mais c'est juste horrible parce que les quotients, c'est pas toujours défini. Il suffit que g soit égal à 0 de temps en temps, et vous n'avez pas le droit de faire ce quotient-là. Et donc, c'est naze ce truc. Hein. Cette notation, elle convient à condition que g ne s'annule pas. Alors que là, on n'a pas ce problème. Si g a envie de s'annuler, il peut. C'est juste que quand g s'annule, f doit s'annuler aussi. Pareil ici avec la suite. Donc là, il y a moins de problèmes avec cette notation-là qu'avec celle-là. Mais les étudiants et certains collègues aiment bien, enfin, les étudiants aiment bien parce que c'est un quotient, c'est simple, suffit de faire le quotient et de faire la limite. Les étudiants adorent ça, les méthodes et les trucs. Et comme les étudiants aiment ça, il y a des collègues qui vont leur donner cette définition-là, comme ça, ils n'ont pas besoin de se battre avec les collègues, avec les étudiants, pour leur faire utiliser une notation plus sympa, peut-être un poil plus théorique, mais vachement plus sympa à utiliser. Enfin bref. Ouais, à noter que cette notation-là est vachement plus sympa à utiliser que celle-là, parce que cette notation-là vous permet de remplacer f par ce pâté-là. Alors que là, accrochez-vous hein, pour remplacer f par g là-dedans. Enfin bref, n'utilisez pas ça si possible les gens, c'est pourri. Par contre, ça vaut le coup de se rappeler que ouais, f est négligeable devant g, et donc vous pouvez prouver que c'est négligeable en faisant ce calcul. Je veux dire, moi je veux bien qu'on fasse ce calcul-là qui a le mérite d'être simple pour prouver cette relation là-bas. Mais je refuse que systématiquement, dans tous les cas, on utilise cette définition-là à la place de celle-là. Donc faites ce calcul-là pour démontrer ça quand vous trouvez ça cool, mais préférez dans votre tête de mettre ceci. Hein, c'est assez évident, pour trouver epsilon, on fait passer g de l'autre côté, puis effectivement on doit faire une limite pour montrer que c'est nul. Enfin bref. Ok. Donc les notations sont définies comme ça en tout cas. Et il va y avoir des règles pour cette notation Zarbi, parce qu'en fait elle est complètement Zarbi cette notation, comme on va le voir par la suite. Parfois c'est pas super méga intuitif, ce que ça fait c'est complètement bizarre. Et donc il y a des règles qui régissent ces trucs là. Alors j'ai résumé un petit peu ici, j'ai mis les principales, il n'y a probablement pas toutes, mais je suis persuadé que dans votre cours, quelque part, toutes les règles sur les fonctions négligeables sont écrites. Donc moi je veux juste vous sensibiliser un petit peu à ces choses-là, puis on verra concrètement un peu après ce que ça donne. Alors je vais les passer en revue vite fait.
Alors les règles, déjà, je les ai données que pour les suites, parce que vous voyez, c'est les mêmes notations, et donc on a les mêmes règles pour les fonctions. C'est juste que pour les fonctions, il y aura un A en plus, quoi. Voilà. Ok, et donc, je vais les passer en revue. Et donc, si une suite UN est négligeable devant la suite VN, eh ben, vous pouvez multiplier UN par n'importe quelle constante, elle restera négligeable devant VN. Donc ça veut dire en gros que, bah ouais, une fois que vous êtes négligeable devant une suite, quelle que soit la constante, ça change pas. Alors du coup, c'est aussi pour ça que les constantes multiplicatives, on n'en met jamais devant les petits taux. Je reviendrai dessus après. Alors si vous avez une fonction négligeable devant Wn, une autre suite négligeable devant Wn, bah, la somme des deux, elle est toujours négligeable devant Wn. Ok, c'est un petit peu comme un schtroumpf, c'est négligeable devant un géant. Vous mettez deux schtroumpfs, bah c'est encore négligeable devant le géant, quoi. Je veux dire, voilà, ils sont ridicules devant le géant. Alors si UN est négligeable devant VN et VN est négligeable devant WN, et bah UN est négligeable devant WN. Je veux dire, si UN est négligeable devant, enfin si un schtroumpf est négligeable devant un géant et que le géant est négligeable devant, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, un dragon, et bah votre schtroumpf il est négligeable devant le dragon. Voilà, c'est logique, quoi, c'est transitif. Donc on vient de faire les multiples, les sommes et la transitivité. Ça se transmet, quoi. Les produits aussi. Si UN est négligeable devant grand UN et si VN est négligeable devant grand WN, et bah quand vous faites le produit des deux là, c'est négligeable devant le produit des deux là. Donc c'est assez pratique. Et alors quand vous faites l'inverse, bah ça s'inverse. Si UN est négligeable devant grand UN, et bah 1 sur grand UN est négligeable devant 1 sur petit UN. Et donc si vous savez faire l'inverse et les produits, du coup vous savez faire les quotients. Voilà. Alors il n'y a pas toutes les règles parce que j'ai pas mis les puissances par exemple. Bah, si vous savez faire les produits, vous savez faire les puissances entières. Si vous savez faire les inverses et donc les quotients, vous savez faire les puissances négatives, donc il y a moyen de s'en sortir. Et comme je disais, en fait, certainement que toutes les règles ont été écrites dans votre poly de cours quelque part. Voilà, voilà, voilà. Alors bon, bah ça c'est très théorique pour l'instant. On va voir en pratique concrètement ce que ça donne. Ok, alors qu'est-ce que ça donne concrètement les fonctions négligeables? Donc sur ce tableau, j'ai fait avec des fonctions. Eh bien, concrètement, ça donne tout un tas de trucs zarbi. Par exemple, deux fois une fonction négligeable devant x, bah, c'est une fonction négligeable devant x. Alors ça choque parce que c'est pas souvent qu'en maths on est 2 fois a égale a. Seulement pour a égale 0. Là, en fait, la notation qu'on utilise, et en plus il y a des légers abus de notation, et bah, peuvent faire en sorte que ça perturbe les étudiants. Donc il faut bien comprendre que les petits taux employés avec de légers abus de notation, ça donne des trucs qui peuvent paraître aberrants si on ne comprend pas bien la notion. Par exemple, à la place d'écrire cette égalité-là, peut-être qu'il faudrait dire si deux fois une fonction qui est négligeable devant x est une fonction négligeable devant x. Si on l'écrit en français comme ça, avec des mots et une implication, c'est nettement moins perturbant que cette chose-là. D'autant plus que on va voir, bon, j'en reparlerai après, je détaillerai un petit peu. Mais là, c'est du résumé, et donc il y a des abus de notation. Et donc en gros, ouais, il faut comprendre que si j'ai une fonction négligeable devant x et que je la multiplie par 2, bah, elle reste négligeable devant x. C'est globalement ça que ça veut dire. Si j'ai une fonction négligeable devant x et que je soustrais une fonction négligeable devant x, alors mathématiquement on s'attendrait à trouver 0 parce que a moins a fait 0. Mais ici on trouve une fonction négligeable devant x. Bah ouais, c'est parce qu'il faut comprendre que ça c'est comme un masque de Zorro et derrière il y a une personne qui se cache. Et là il y a deux personnes masquées et ça peut être des personnes différentes qui se cachent derrière ces masques. Et donc quand on fait la soustraction, eh ben, il n'y a pas forcément une destruction mutuelle complète puisque ce sont deux choses différentes qui se cachent derrière ces deux masques là. Donc c'est un petit peu surprenant. Alors une autre façon de voir ça, c'est que bah, finalement, quand vous multipliez par une constante, ça change rien, donc ça sert à rien de mettre une constante dedans. Et donc ici, en fait, vous avez multiplié un petit taux par un moins 1. Et donc en gros, votre moins 1, il sert à rien, c'est comme s'il y avait un plus. Donc c'est pas étonnant qu'on trouve pas 0, c'est un petit taux plus un petit taux, bah ça fait un petit taux, quoi. Hein.
Par contre, c'est un peu comme dans le film Highlander, là, les immortels. Et bah, à la fin du film Highlander, il reste qu'un seul immortel, il ne peut en rester qu'un. Bah, les petits taux, c'est pareil. Vous pouvez avoir plein de petits taux, mais à la fin de votre ligne de calcul, il ne peut en rester qu'un, et c'est le plus gros. Globalement, c'est ça que ça veut dire. Donc là, on a beau en avoir 7, on a beau en avoir 13, bah, à la fin, il n'en reste qu'un, et en fait, le 20 qu'on pourrait mettre dedans, ou ainsi de suite, on s'en fout. On met pas de constante multiplicative devant les petits taux, ou à l'intérieur de la parenthèse, ça sert à rien. Alors là, il y a des abus de notation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si une fonction est négligeable devant x3 en 0, bah elle est négligeable devant x2, qui est négligeable devant x, qui est négligeable devant 1. Ça vient du fait que vous êtes en 0. Et donc, quand x tend vers 0, on est bien d'accord que x au cube est beaucoup plus petit que x au carré. Bah ouais, x est très très proche de 0. 0,1 au cube, c'est plus petit que 0,1 au carré, on est d'accord. Et alors, bah, du coup, ça dépend de l'endroit où vous vous placez. Si vous vous placez à l'infini, c'est l'inverse. Quand x tend vers l'infini, 1 c'est plus petit que x, qui est lui-même plus petit que x2, qui est plus petit lui-même que x3. Alors là, j'abuse un peu en disant plus petit que. Je devrais dire 1 est négligeable devant x, qui est négligeable devant x2, qui est négligeable devant x3. Alors là, on a un abus de notation avec le égal que j'utilise, c'est-à-dire que dans vos calculs ou au tableau, votre prof et vous-même, vous n'allez pas hésiter à utiliser égal, et puis moi je le fais aussi. Alors qu'en fait, ouais, techniquement parlant, on devrait faire des phrases en disant si la fonction est négligeable devant 1, alors elle est négligeable devant x, et du coup elle est négligeable devant x2, et elle est négligeable devant x3. Mais c'est tellement plus pratique de se trimballer des égalités que bah, je pense que tout le monde utilise des égalités. Alors par contre, c'est un truc que j'ai remarqué l'autre jour, si on fait ça, ça peut être correct à condition qu'on considère que l'égalité aille de la gauche vers la droite. Hein, si vous êtes négligeable devant 1, vous êtes négligeable devant x. Là, c'est pas un abus de notation, mais ça choque parce que dans les égalités en mathématiques, on a l'habitude d'aller dans les deux sens. Donc bah, c'est certainement un abus de notation ici. Mais c'est relou d'écrire du français alors qu'on peut vite fait comme ça, tac tac tac, on peut dire que les choses sont négligeables. À noter que dans la littérature, il existe une notation qui est plus appropriée que ça, c'est celle-là. Hein, ça ressemble à celle des inégalités, mais avec des espèces de chevrons. Et donc ça veut dire que 1 est négligeable devant x, qui est négligeable devant x2, qui est négligeable devant x3. Et donc au moins cette notation-là, elle mérite de présenter correctement les choses, mais elle n'est pas officiellement au programme dans les filières en CPGE. Elle est utilisée après par les chercheurs en mathématiques ou à la fac en licence, maîtrise et ainsi de suite. Et donc en prépa, typiquement, on utilise petit o, qui doit être la notation de Landau ou je sais plus trop qui. Ok. Alors, oui, alors du coup, on peut tomber sur des trucs complètement zarbi. Ouais, c'est quoi ce truc-là? Un petit taux d'un petit taux de x2. Ah! Et ben en gros, ça simplifie et donc ouais, vous pouvez avoir des gros doutes sur des bidules en disant mais c'est vrai ça, comment je fais pour simplifier ça? Et donc à chaque fois que vous avez un doute sur une propriété avec des petits taux, eh bien vous revenez à la notation qu'on a vue avec l'égalité et ainsi de suite. Si vous revenez là-dedans, eh ben tout va être compréhensible et vous allez comprendre si vous avez le droit ou pas de faire cette chose-là. Donc je vais revenir un petit peu après là-dessus une fois que j'aurai avancé là-dedans. Alors un truc dont on se sert souvent, c'est que par exemple si vous faites x fois un petit taux de x2, bah, on peut faire rentrer le x à l'intérieur. Donc du coup on peut le faire rentrer, on peut le faire sortir, là ça va dans les deux sens et ainsi de suite, on fait ça souvent. Si vous faites un produit, bah en fait c'est pareil, ça s'agglutine et ça fait un bidule comme ça. Donc en gros, il y a tout un tas de règles qui ont l'air un peu zarbi. Bon, une fois qu'on a bien compris ce truc-là, ça va un peu mieux dans votre tête. Une fois qu'on a bien compris que, attention, en fait, ça c'est un masque qui cache une fonction qui peut être moche derrière. Et donc vous n'avez pas envie d'écrire un gros pâté pour votre fonction. La notation a le mérite d'être toute petite, c'est cool, et de dire le principal, c'est-à-dire que la fonction qui se cache derrière, en 0, bah, elle est beaucoup plus petite que x. C'est ça ce que ça veut dire. C'est très 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 pratique comme notation. Mais il faut se rappeler que, ah ouais, mais attention, derrière, ça peut être des fonctions différentes là partout. Ok. Alors faites gaffe, donc là ça a l'air de marcher avec les produits, les quotients, ça c'est un truc horrible à faire, ce qui donne des formes indéterminées. Hein. Donc quand vous voyez une division et qu'il y a juste un petit taux en bas, ouh, ça sent très 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 mauvais. En fait en haut on s'en fout un peu, mais le fait qu'il y ait un petit taux en bas, ça sent extrêmement mauvais. Vous avez fait un truc pas cool à un moment, probablement que vous n'avez pas été assez précis sur l'estimation du truc du bas.
Et donc c'est pas la peine d'aller plus loin là, ça vous mènera nulle part ce truc là. Sauf à avoir votre copie barrée et avoir des erreurs. Écrire des erreurs. Alors bon bah alors ouais, parfois il y a des petits taux qui se mélangent et ils ont pas la même taille. Et ben en gros c'est le plus gros qui reste. Et donc quand x tend vers 0, le plus gros des deux termes, c'est pas x qui tend vers 0, c'est la constante 1. Et donc c'est le plus gros qui reste. Alors c'est pareil, hein, ça va dans ce sens-là, mon égalité, enfin bref. Alors mine de rien, les petits taux, bah, en fait les limites, on connaît bien les limites. La limite de f de x égale L quand x tend vers a, c'est un concept qui est vachement bien compris. Bah, on peut l'écrire sous cette forme-là avec des petits taux, et c'est sacrément pratique. Hein, c'est sacrément pratique. Et de la même façon, les équivalents qu'on verra aussi, on peut les écrire avec les petits taux. C'est d'ailleurs la définition. Voilà. Alors à noter que ces deux relations-là, c'est ce qui nous donnera la stratégie qu'on va utiliser pour calculer des limites. On fera ce qui s'appelle un développement limité à l'ordre 0. Et pour trouver un équivalent, on utilisera aussi un développement limité. On essaiera de trouver un terme non nul, plus quelque chose qui est négligeable devant ce terme-là pour trouver l'équivalent. Voilà. Et donc bah, je vais peut-être maintenant illustrer le fait qu'en cas de doute, ça peut être sympa de revenir là. Je vais peut-être le faire pour deux ou trois propriétés qu'il y a là-dedans. Alors j'ai gardé quelques-unes des propriétés précédentes et je vais maintenant essayer de vous montrer en quoi le fait de remplacer le petit taux par l'égalité fois le epsilon qui est envers 0 et ainsi de suite vous aide vraiment à comprendre les choses. Et donc je vais m'occuper de tout ça. Donc par exemple cette chose-là, ça veut dire qu'on a 2 fois la fonction entre parenthèses multipliée par une fonction epsilon de x qui tend vers 0 quand x tend vers a. Et bien cette fonction, ce que je peux faire, c'est que je peux mettre le 2 avec le epsilon. Et je peux donc écrire que c'est x, la fonction entre parenthèses, fois 2 epsilon de x. Et clairement, la fonction là tend vers 0 quand x tend vers a. Puisque 2 fois un truc qui tend vers 0, ça tend vers 0. Moralité, j'ai le droit de l'écrire comme ça. Ici, on a x fois une fonction qui tend vers 0 quand x tend vers a, moins x fois une autre fonction, parce que c'est pas forcément la même, qui tend vers 0 quand x tend vers a. Alors qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux factoriser le x, je me retrouve avec epsilon de x moins alpha de x, et puisque chacune de ces deux fonctions tend vers 0, la différence des deux tend vers 0 quand x tend vers a. Et c'est ce qui me donne le droit d'écrire ça comme un petit taux de x. Hein, j'ai un x fois un truc qui tend vers 0. Ici, regardons x3. Bah, x3, je peux écrire que c'est x2 fois x. Et x, on est d'accord que ça tend vers 0 quand x tend vers 0. Si vous me dites que non, je vais me fâcher. Et donc ça me donne le droit d'écrire ça comme ça. Mais je peux aussi écrire ça comme x fois x2. Et x2, ça tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc ça me donne le droit de l'écrire comme ça. Et je peux aussi écrire que c'est 1 fois x3. Et x3, ça tend vers 0 quand x tend vers 0. Ce qui me donne le droit d'écrire comme ça. Donc ouais, x3 c'est négligeable devant x2, qui est négligeable devant x, qui est négligeable devant 1 quand x tend vers 0. Donc il y a cette chose assez infâme là, qui est incompréhensible a priori comme ça, sauf si on le dit dans sa tête, un truc négligeable devant x2 et négligeable devant x2. Ah, c'est la transitivité en fait, ah ok. Alors bah, par contre, en remplaçant avec les égalités et le epsilon, on va voir ce que ça veut dire. Et donc la fonction de gauche, ça veut dire que donc votre petit tout en 0 de petit tout en 0 de x2, donc je peux écrire le truc qui est entre parenthèses, qui est ça, fois une fonction epsilon de x qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Et ensuite, bah, cette chose-là, je peux peut-être la réécrire en disant que c'est x2 fois une autre fonction qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Et puis, bah, faut que je réécrive le bout là. Et qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Et je peux les rassembler en faisant alpha x fois epsilon de x qui va tendre donc vers 0 quand x tend vers 0, et ce qui me donne bien le droit d'écrire ça comme ça. Alors à noter que si j'avais choisi de le faire autrement, par exemple en commençant par l'intérieur, alors c'est peut-être pas une super idée, mais je pourrais très bien écrire que ce qui est à l'intérieur c'est x2 fois une fonction epsilon de x qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Et après, bah, si je fais l'extérieur, bah, j'ai déjà la fonction qui est à l'intérieur.
quand x tend vers 0, multiplié par une autre fonction qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Bon, on retombe sur le même bidule. Donc que vous commenciez par l'intérieur ou l'extérieur, on arrive au même résultat. Voilà. Alors il me reste à faire un certain nombre de propriétés. Par exemple celle-là. Bah, celle-là c'est x fois une fonction qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Je vais peut-être pas l'écrire au-dessus. Plus 1 fois une autre fonction qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Alors comment est-ce qu'on peut écrire ça? Bah, on peut écrire que ça fait 1 fois x epsilon de x plus alpha de x. Et ça tend vers 0, ça aussi, donc il y a tout qui tend vers 0 là-dedans, ce qui me donne le droit d'écrire ça comme ça quand x tend vers 0. Donc il n'y a pas de souci. Il reste plus qu'à faire ce bout-là. Bah, ce bout-là, c'est donc x2 fois un epsilon de x qui tend vers 0. Ah, ça fatigue d'écrire ça tout le temps. Fois un x3 fois un alpha de x qui tend vers 0. Et donc je rassemble en x5 fois un epsilon de x alpha de x. Le tout ici tend vers 0. Quand x tend vers 0, ça me donne le droit d'écrire ça. Autrement dit, bon, j'ai fait ça vite fait et ainsi de suite, mais donc le secret avec les fonctions négligeables, c'est que quand vous avez un doute, bah, vous repassez en égalité avec votre epsilon et ainsi de suite, et on arrive à voir et à comprendre ce que ça fait. On arrive à s'en convaincre en tout cas.